Bonsoir tout le monde. Cette vidéo est la première d'une série courte euh, qui est dédiée à une initiation, vraiment une toute première initiation à la sociologie dédiée à des soignants. Je m'explique. Je devais ces 3 prochains jours euh, donner des cours d'initiation à la sociologie à l'IFSI de Chartres, c'est-à-dire à l'Institut de formation soins infirmiers. Mais il se trouve qu'il y a eu la crise du coronavirus et que par conséquent, du fait de l'épidémie, non seulement je ne me déplace pas, mais en plus les cours sont de toutes les manières annulés. Bien, alors, on va s'arranger avec ça. Et après en avoir discuté avec les responsables de cette formation, j'ai opté pour le schéma suivant. Euh, Vraiment choisir des notions parmi les plus élémentaires en sociologie, vous les fournir voilà, de manière très opérationnelle, très simple, et puis les appliquer systématiquement à des exemples issus de mon expérience, que ce soit en hôpital, en EHPAD, en hospitalisation à domicile, en soins de suite et de réhabilitation, enfin voilà. Euh, donc vraiment, systématiquement, l'élément le plus simple, quelques exemples dans la vie en général, quelques exemples vraiment spécifiques dans le milieu médical. Et donc on va faire 6 vidéos, hein, 2 sur des notions proposées par Durkheim, sur une notion proposée par Weber, une sur Mauss, une sur Ballandier et une sur Crozier. Je vous enverrai le programme des cours, hein, évidemment, il sera disponible, ce sera beaucoup plus simple comme ça, soit dans les commentaires, soit directement par mail. Voilà. Donc, on reprend. Petite initiation à la sociologie, avec vraiment les notions élémentaires et des exemples appliqués au cas de la médecine. Donc, vous pourriez dire, dans le fond, c'est une initiation à la sociologie dédiée aux gens qui apprennent en même temps l'encadrement des soins infirmiers. Et puis, bah, on fera une séance ensemble, une fois que vous aurez digéré ces petites vidéos-là. Une séance, je sais pas moi, de YouTube Live ou sur un autre support pour que vous puissiez me poser toutes les questions qui vous seront venues ou qui viendront dans le cadre de la discussion. Voilà. Donc, nous pouvons commencer. Je voudrais qu'on commence cette introduction à la sociologie avec un auteur qui s'appelle Émile Durkheim, qui est le fondateur de l'école française de sociologie, et qui a produit en 1895 un ouvrage qui s'appelle Les règles de la méthode sociologique, qu'on reconnaît traditionnellement, habituellement, comme étant vraiment l'acte fondateur de la sociologie à la française. Bon. Ou de l'école française de sociologie, si vous préférez. Euh, alors, Durkheim, quand il écrit Les règles de la méthode sociologique, veut fonder une science. La sociologie en tant que science n'existe pas, il veut la fonder. Et il veut la fonder sur le modèle des sciences de la nature, c'est-à-dire il veut une approche objective des faits sociaux. Euh, donc, qu'est-ce qu'il lui faut Il lui faut d'abord identifier un type de fait objectivable et qu'il va appeler faits sociaux. Ensuite, il va voilà, définir ce qu'on va en faire. On va repérer parmi eux ceux qui sont normaux et ceux qui sont pathologiques. On va chercher à établir entre eux des relations de cause à effet. Voilà, donc c'est d'emblée, dès les premières pages des règles de la méthode sociologique, vous avez le projet de la sociologie de Durkheim qui consiste à identifier ce que c'est qu'un fait social, définir ce que c'est qu'un fait social, le considérer comme une chose, comme un objet, quelque chose d'objectivable, pour pouvoir en faire une étude scientifique. Et ensuite, identifier ce qu'on va rechercher, c'est-à-dire essentiellement des relations de cause à effet entre les faits sociaux. Bien. Alors, ça va nous permettre d'abord de sentir à quel moment le social produit quelque chose. Qu'est-ce qui est l'œuvre du social? À quel moment nous sommes travaillés par du social? Par les premiers exemples qu'on va se donner, on va se faire sentir ça. À quel moment le social est en travail et comment. Bon. Ensuite, ça va nous permettre d'avoir une définition
très, très simple et très fluide d'un concept qui, vous allez le voir, peut s'appliquer à un grand nombre de cas à l'hôpital, hors de l'hôpital, dans le cadre des soins infirmiers, hors des soins infirmiers, etc. Bien. Alors, on va commencer par cette définition. Qu'est-ce que c'est qu'un fait social? Alors, voilà. Émile Durkheim nous dit, un fait social, c'est une manière de penser, une manière de sentir, une manière d'agir, manière de penser, sentir, agir, externe à l'individu et qui s'impose à lui. Donc quand j'ai une manière de penser, quand j'ai une manière d'agir, quand j'ai une manière de sentir, que j'ai pas inventé, qui vient de l'extérieur et qui s'impose à moi. Ça peut être, par exemple, avoir des goûts et des dégoûts. S'habiller de telle ou telle manière. Voilà, je porte une petite veste avec une chemise, avec un pull. Quand vous regardez un amphithéâtre à l'université, vous comptez le nombre de jeans stretch noirs. Et voilà, vous voyez comment est-ce qu'il y a des manières, par exemple, de s'habiller qui sont externes à l'individu et qui s'imposent à lui. Comment est-ce qu'elles s'imposent à lui? Eh bien, c'est simple. Si l'individu ne s'habille pas comme tout le monde, il pourra vivre, mais ça sera difficile. Si quelqu'un vient travailler, je sais pas, un économiste de la santé vient travailler au bureau du ministère avec, pour seul vêtement, un string en peau de girafe, on va le traiter comme un fou. Les exemples que donne Durkheim sont très simples. Il nous dit, par exemple, si vous essayez de payer dans une autre monnaie que la vôtre, voilà, ça ne va pas marcher. Si vous essayez de parler à la boulangère en slovaque, pardonnez-moi, je pensais à slovène et slovaque en même temps, ça ne va pas marcher. Donc on a voilà, des manières d'agir qui sont externes à l'individu et qui s'imposent à lui. Alors j'ai pris ces exemples très simples, mais ça s'applique aussi bien à les façons de se vêtir, les façons de manger, les façons de parler, les façons de travailler, les façons de tenir son corps, les façons de respirer, les façons de rôter ou pas, tiens, par exemple. Euh, c'est l'ensemble de ce qui est négocié collectivement, qui est externe à l'individu ne le choisit pas et il s'impose à lui. On peut y résister, on peut toujours résister à un fait social, mais c'est dur parce que quand on résiste à ce qui fait société, on est exclu de la société. Voilà. C'est peut-être ce qui définit le mieux le fait social, cette contrainte externe. C'est une contrainte, c'est une poussée. On peut y résister, mais c'est dur, c'est excluant. En d'autres termes, le fait social, c'est la manière de sentir, d'agir qui intègre. Au contraire, le fait d'y résister exclut. Bien. Alors, quand on regarde un fait social, souvent, on est amené à en faire l'archéologie, c'est-à-dire de voir la somme des faits sociaux intégrés qui sont nécessaires pour en produire un seul. Je disais par exemple, quand je vais chez la boulangère, je la paye en euros, je ne la paye pas en zloty, parce que si j'essayais de la payer en zloty, on pourrait négocier, on pourrait essayer, mais ça va être dur, ça va être long. Il n'y aurait que derrière les gens engueulés. Donc voilà, je paye en euros. Mais déjà, il est pour moi complètement normal déjà d'aller à la boulangerie pour acheter quelque chose. Donc je ne suis pas je suis pas un toupinamba dans de la forêt amazonienne qui va dans la tente commune pour se servir dans le commun des choses à manger qui sont naturellement à tous et à toutes. Non. Je pense qu'il est normal de pouvoir acheter des biens pour me nourrir à des gens qui les produisent, ce qui correspond à certains types de sociétés. Mais de la même manière, je pense que l'argent, et ça paraît complètement naturel et normal, peut acheter indifféremment des soins, des vaccins, des pneus, des services sexuels et du pain. C'est-à-dire qu'on peut utiliser cette espèce de matière euh, n'importe comment. Mais par ailleurs, il me paraît aussi normal d'utiliser l'argent de manière complètement dématérialisée, avec une carte bleue sans contact. Je peux régler la somme de ces achats de façon complètement dématérialisée. Donc vous voyez comment ce petit acte est à rapprocher d'un ensemble de manières de sentir, de penser et d'agir qui permettent l'acte. Euh, Toujours penser à imaginer quelqu'un qui sortirait brutalement du XVe siècle et qu'on mettrait dans notre société, ce serait tout ce dont il s'étonnerait.
Alors au XVe siècle en France, par exemple, il ne serait pas très étonné d'acheter du pain, parce que chez lui déjà on achetait du pain en son temps. En revanche, on ne le faisait pas de la même manière. On ne pouvait pas dématérialiser l'argent, ça c'est quelque chose qu'il n'aurait pas compris du tout. Bien. Voilà, donc manière de penser, de sentir et d'agir, externe à l'individu et qui s'impose à lui. Bon, allons-y, prenons des exemples de cette petite chose-là, euh, le fait social, euh, dans le champ de la santé. Alors, pourquoi je fais ça? Petite notion vraiment élémentaire, et ensuite exemple dans la santé, parce que ce que je veux, c'est que si vous n'êtes pas du tout intéressé par la socio, il vous reste au moins le concept et quelques exemples que vous pourrez garder en tête et utiliser dans votre pratique. Inversement, si vraiment la sociologie finit par vous intéresser, que vous entrez dans ses références, etc., etc., vous aurez dans les mains un petit outil qui vous permettra déjà de commencer à pratiquer une espèce de socio personnel sur votre lieu de travail, et c'est ça qui m'intéresse, c'est vous donner l'outil. Bien. Alors, allez, c'est trop facile, donc je cède. Premier exemple de manière de penser externe à l'individu et qui s'impose à lui. En France, aujourd'hui, il y a une épidémie. Bon, c'est une épidémie. Vous savez que dans le temps, dans l'histoire, dans les différentes sociétés, on a traité les maladies de manière différente. Eh bien, il y a une somme de faits sociaux, de manières de penser, de sentir et d'agir externes à l'individu et qui s'impose à lui, qui détermine la manière dont on perçoit, pense l'épidémie, mais aussi dans la manière dont on y réagit, dont on organise la réponse. Par exemple, nous, ultra majoritairement en France, euh, nous pensons que les maladies ne sont pas dues à des causes morales, mais à des causes physiques. Par exemple, c'est pas parce que vous n'avez pas été gentil que vous avez attrapé le virus. Si vous êtes malade, c'est parce que vous avez contracté le virus. Et le virus n'a pas fait de choix entre telle personne et telle personne selon qu'il agrée ou non son comportement. C'est pas une punition divine. Ça peut vous paraître absurde, mais le nombre de générations qui en France ont cru que les épidémies relevaient de punition divine, qu'elles avaient une signification, qu'elles signifiaient quelque chose, parce que voilà, Dieu était mécontent. D'ailleurs, c'est le début de la pièce de théâtre Oedipe. Il y a la peste à Thèbes et on cherche qui est le coupable. C'est quelque chose de très récent de pouvoir croire que la cause d'une épidémie est strictement médicale. Bon, voilà, ça c'est une manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui. Mais il y a d'autres choses qui déterminent notre comportement. Nous ne croyons pas aux punitions divines dans les maladies. Nous ne croyons pas euh, à l'idée que la maladie a une cause morale. Mais nous ne croyons pas non plus que la mort est souhaitable, ou que la mort soit rédemptrice, ou que la douleur soit souhaitable, ou que la douleur soit rédemptrice. Et c'est parce que nous ne croyons pas que la mort soit rédemptrice, ou que la douleur soit rédemptrice, ou que la divinité est la cause de la maladie, ou que la maladie a une cause morale, que nous réagissons comme nous réagissons. Donc c'est cet ensemble de déterminants qui va nous amener exactement au type de société que nous déployons. Bien. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est mesurable, est-ce que c'est pas mesurable? Oui, bien sûr, c'est mesurable. Ces manières de sentir et de penser sont mesurables. Et ça m'amène à préciser un petit peu. Émile Durkheim distingue deux types de faits sociaux. Les faits sociaux normaux et les faits sociaux pathologiques. C'est très très facile à comprendre. Un fait social normal, c'est un fait social qui fait norme. C'est-à-dire que c'est la norme dans l'espace et dans le temps. Quand 98% des gens croient que ceci ou cela, eh bien c'est la norme, et par conséquent, ça la caractérise un fait social normal. Bien. Il existe des faits sociaux pathologiques, et ces faits sociaux pathologiques sont, disons, dans un ensemble plus grand, une exception dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'on a des manières de penser externes à l'individu qui s'imposent à lui, probablement produits par une micro-communauté ou par un petit groupe, mais il s'agit là de manières de penser, etc., qui, dans un ensemble plus large, sont très minoritaires. Et souvent, elles indiquent un changement de société, un tremblement dans la société. Quand une croyance, une pratique, une manière de penser, de sentir n'est plus unanimement partagée, mais
n'est partagé que par une majorité avec un groupe minoritaire qui peut-être conteste, consciemment ou non, cet élément-là, alors on parlera de fait social pathologique. Par exemple, on va, je sais pas moi, imaginons dans une société dans laquelle il y a très très stricte morale sexuelle qui implique une abstinence jusqu'à 25 ans, on va avoir un petit groupe qui à un moment donné commence à résister et à l'intérieur de ce groupe, il devient absolument normal d'avoir une sexualité libérée dès qu'on en a envie. Dès lors, on pourra dire que cette pratique-là, à l'intérieur de ce groupe, relève d'un fait social, mais c'est un fait social pathologique, vis-à-vis de l'ensemble du groupe. Il est minoritaire par rapport à l'ensemble du groupe. Et ce que Durkheim déjà identifie, c'est que quand un fait social pathologique s'étend étend à devenir la norme, alors il devient un fait social normal. Et en fait, les sociétés passent leur temps comme ça, à se renouveler de l'intérieur, avec des faits sociaux normaux qui deviennent pathologiques et des faits sociaux pathologiques qui deviennent normaux. Une conduite normale au XIXe siècle est complètement pathologique aujourd'hui. Un certain nombre de conduites pathologiques aujourd'hui deviendront la norme dans le siècle suivant. La pratique des geeks il y a 20 ans est en train de devenir complètement la norme, par exemple. Bien. La preuve, on donne des cours Paris-Chartres sur YouTube. Bien. Alors, autre exemple. Très très simple. Ah oui, pardonnez-moi. Donc, comment est-ce qu'on le mesure? C'est très simple. On fait un sondage d'opinion et on regarde quels sont les nombres de personnes qui déclarent croire que le virus est une punition divine. Et quand on a quelques poulièmes, et ben dans ce cas-là, on identifie que c'est très probablement une exception et que la règle, c'est que tout le monde pense que c'est pas une punition divine. Bien. Alors, deuxième exemple, les risques. Vous aurez remarqué, c'est vraiment une question de bon sens dans le fond, qu'il n'existe pas de risque en soi. Les sociétés évaluent leurs propres risques. À tel moment, dans une société donnée par exemple, il sera inacceptable de laisser les gens partir au volant ivres. Quelques décennies avant, dans la même société, il était tout à fait acceptable de laisser les gens partir au volant ivres. Dans un cas, il est acceptable de prendre ce risque, dans un autre cas, il est inacceptable de prendre ce risque. Vous pouvez voir aussi, par exemple, la perception du risque de la catastrophe nucléaire. Dans les années 1970, par exemple en Allemagne, le nucléaire était perçu comme la cause d'un changement anthropologique tel que nous étions devenus une espèce mortelle. Nous pouvions tous disparaître du jour au lendemain à cause de la catastrophe nucléaire. Il y avait des militants, des mobilisations antinucléaires, toutes choses qui ont énormément réduit parce que la perception du risque a changé. Et donc, par conséquent, il est intéressant de voir comment est-ce que nous évaluons nous-mêmes nos propres risques. Il s'agit d'une manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui. Alors, pour rester dans l'actualité, parce que j'arrive pas à me dépêtrer de cette histoire de coronavirus, il y a un autre fait social qui se développe et qui est assez amusant et qui est parce qu'il est, il est très relié à la manière dont nous pensons la catastrophe écologique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans vos professions probablement on doit le remarquer, dans les médias, et par ailleurs, autant qu'on puisse le savoir dans ces temps de confinement, il semble que ça trouve un écho dans la population, la pensée de l'événement épidémie se fait essentiellement au futur. C'est-à-dire, lorsque le tsunami va arriver, lorsque la catastrophe va arriver, nous ne serons pas prêts. Lorsque la catastrophe viendra. C'est une manière de penser qui ressemble beaucoup à la manière dont nous nous comportons avec la catastrophe écologique, qui consiste à dire lorsque le tsunami va arriver, lorsque la catastrophe écologique va arriver, lorsque nous pouvons agir avant. Et ça, si vous voulez, vu d'un point de vue complètement externe, c'est très très étonnant parce que la catastrophe a déjà lieu. Elle a lieu. Elle a lieu en permanence. Non pas seulement en nombre de morts, mais essentiellement d'ailleurs
en tant que les non-décisions, les désengagements de l'État, les désinvestissements, l'encouragement à la privatisation du secteur de la... etc., etc. C'est un ensemble de prises de décisions qui amènent à cette situation-là. Bien. Et par conséquent, on pourrait presque dire que la catastrophe précède, que la catastrophe a lieu et qu'elle va se continuer. Mais ça amènerait à prendre des décisions toutes différentes et à penser la catastrophe de façon toute différente. Il se trouve qu'aujourd'hui, et en cela la société n'a ni raison ni tort, la catastrophe est pensée comme étant à venir, ce qui a pour avantage de ménager une perspective de salut, de ménager un espoir de pouvoir faire quelque chose, de ménager l'idée qu'on n'est pas dans un temps de catastrophe, et enfin, surtout, de ménager la culpabilité du pouvoir. Bien. Alors, c'est un petit peu violent comme exemple, mais vous allez voir que le fait d'avoir une approche sociologique des choses, de dévoiler la construction sociale collective des choses, d'objectiver quand on est dans une approche durkheimienne, vous verrez qu'il y en a d'autres dans les prochaines petites vidéos, ça relève souvent d'une certaine violence. Et avant d'en venir à des exemples plus riants, je voudrais justement continuer dans cette veine. L'application la plus célèbre que Durkheim a appliquée aux faits sociaux, c'est l'identification en 1905 des différents types de suicides. Alors je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais simplement qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit voilà, il se trouve qu'il y a des variations concomitantes entre des évolutions sociales et les variables de suicide. Et donc pour ne donner qu'une variation concomitante, quand il y a un boom économique ou quand il y a un crack économique, il y a un boom des suicides. Donc en gros, quand il y a des bouleversements économiques puissants, il y a une augmentation du nombre de suicides. Et ça amène Durkheim à s'interroger sur les raisons pour lesquelles on se suicide. Non pas dans son fort intérieur, dans son cœur, c'est toujours parce qu'on est complètement désespéré, on n'a plus de ressources, on a été quitté, abandonné, sa vie n'a plus de sens, ça c'est une chose. Bon. Mais Durkheim nous dit c'est bizarre, comment d'un coup, dans la vie sociale, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il n'y a plus rien dans leur vie qui fait sens et se suicident. En fait, ces suicides sont produits socialement. Dès lors qu'on regarde les courbes, on s'aperçoit que ces suicides sont produits socialement. Et que par conséquent, ces manières de penser, de sentir qui mènent au suicide sont produites socialement. De la même manière, on a découvert, ça c'est bien plus tardif, pour ceux que ça intéresse, modèle de Karasek, 1976 de mémoire, on a découvert qu'il existait des variables qui permettent de déterminer dans une entreprise l'évolution du taux de suicide. Ces taux de variables sont la demande psychologique et la latitude décisionnelle. Donc vous voyez des critères d'organisation de l'activité collective qui vont immédiatement impacter les manières de sentir et d'agir des individus, par exemple, en arriver à mettre fin à ces jours. Bien. Alors, j'ai un autre exemple en tête, alors lui c'est peut-être le plus violent. C'est un matin où je suis allé interviewer une dame qui faisait de l'hospitalisation à domicile, donc une infirmière, qui faisait essentiellement du soin palliatif avec des enfants. Voilà. Et donc moi j'interviewais tous les participants d'une RHAD dans un département dont je tairai le nom. Et bon, ben, ça se passait relativement bien. Il y avait beaucoup d'épuisement professionnel parmi l'équipe de la HAD. Il y avait beaucoup de pertes de repères et de valeurs parmi les libéraux qui travaillaient avec la HAD. Il y avait un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de choses qui marchaient particulièrement bien, une énorme satisfaction des patients. Mais je tombe sur cette dame qui, au milieu de l'entretien, s'effondre en larmes, s'effondre complètement. Euh, Parce que il y a trop de tensions, il n'y a pas d'accompagnement à la culture de la mort, il n'y a pas de définition de ce que serait qu'une bonne mort pour les enfants qui lui serait accessible. Et puis voilà, la mort des enfants, c'est insupportable. Voilà. Et ce que tout le monde peut comprendre. Et puis par ailleurs, elle est obligée de bricoler, elle a bricolé une tontine entre les parents des différents enfants pour partager le matériel médical, notamment les pansements, et pour qu'ils n'en manquent jamais, parce que la pharmacie de l'hôpital dont dépend la HAD a parfois des ratés dans les livraisons. Bon, enfin bref, je tombe sur cette infirmière puéricultrice qui, au moment de l'entretien, à un moment donné, voilà, fond, décompense.
petite échelle, mais enfin, c'est quelque chose comme ça. Eh bien, tout le monde peut la comprendre du moment qu'il participe de la culture que nous partageons. Culture dans laquelle il est plus triste de voir un enfant mourir que de voir mourir une personne âgée. Culture dans laquelle, déjà, la mort est triste, la mort est inacceptable, la mort n'est pas souhaitable, ce qui est une manière de penser et de sentir. Et par ailleurs, la mort des enfants est bien plus insupportable. Euh, c'est une particularité culturelle. Il n'en va pas ainsi dans toutes les cultures et dans toutes les époques. Bien. Donc ça, c'est typiquement un fait social, une manière de sentir, de penser externe à l'individu et qui s'impose à lui. Vous remarquez dans cet exemple que c'est pas forcément facile à repérer. C'est tellement évident, ça nous paraît tellement évident. Moi, je suis au bord des larmes quand elle se met à pleurer. Évidemment que je trouve son histoire atroce, parce que je viens de la même société qu'elle, que j'ai les mêmes architectures fondamentales. Je pense comme elle, je sens comme elle, naturellement. Bien. Alors, on va peut-être passer à des exemples plus drôles. Ouf. Euh, J'avais noté de vous parler de voilà, la manière de penser la hiérarchie, la manière de penser les rôles, la manière de penser le statut des hommes, le statut des femmes, le statut des enfants, etc., dans les relations d'autorité, dans les relations hiérarchiques. Je propose qu'on en parle peut-être lors du petit point que nous ferons en commun. Toutefois, j'ai un exemple rigolo qui va nous remonter le moral. Alors ça se situe dans les bureaux de l'ex-ARS Champagne-Ardenne, parce que maintenant, vous savez, les régions ont été regroupées, donc c'est plus l'ARS Champagne-Ardenne. Bref, je suis dans les locaux de l'ARS Champagne-Ardenne, on doit être en 2015. Et je discute avec des médecins et puis des responsables de cette ARS-là. Et je discute d'une étude que je mène sur les ruptures de parcours de santé en pays Vitria, c'est-à-dire dans le pays de Vitry-le-François. Et je me rends compte que voilà, euh, ils vont tous chez le même rebouteux. Je vais un peu vite, mais en gros, ils vont tous chez le rebouteux, et pour la plupart chez le même rebouteux. C'est un rebouteux dont on m'a énormément parlé dans mes terrains, c'est vraiment une sommité, c'est quelqu'un d'extraordinaire, etc. Tout le monde m'en parle, faut connaître ce rebouteux pour entrer dans ce terrain-là. Mais, alors que médecins, infirmières, aides-soignantes peuvent tout à fait dire à leurs patients, allez, même le pharmacien, dire à leurs patients, allez voir le rebouteux parce que c'est bien. Il me dit systématiquement dans les entretiens, oui mais enfin bon là vous faites un travail pour l'ARS, n'en parlez pas à l'ARS. L'ARS c'est la science, l'ARS c'est le contrôle, donc et évidemment pour eux il y a une rupture de parcours de santé parce que par exemple quelqu'un, bon mettons qu'il y a des douleurs, je sais pas, il y a typiquement une dame qui aurait de la fibromyalgie, pardon. Euh, ou de l'arthrose, enfin des trucs et où il faut gérer de la douleur quotidienne et où la médecine traditionnelle sait qu'elle est, elle est un petit peu au bout de son art et à cet endroit-là, le médecin, l'infirmière, l'infirmier, l'aide-soignant va dire écoutez, allez voir ce rebouteux-là, il est très très bien pour chasser ce genre de douleur, ce qui fait qu'en même temps il conserve la confiance du patient et puis en même temps il a offert une porte de sortie puis il arrête d'être encombré par quelqu'un pour qui il peut plus rien faire en gros. Et là, en fait, la personne, il n'y a pas rupture de parcours de santé, elle est toujours suivie. Bon, alors, sur le territoire, on pense qu'il ne faut pas en parler à l'ARS. Mais à l'ARS, on participe de ça, de deux manières. D'abord, ils vont voir le même rebouteux parce qu'ils sont sur le territoire, mais par ailleurs, ils ne veulent pas qu'on en parle trop dans le rapport, parce qu'évidemment, ils sont à l'ARS. Donc là, vous voyez la superposition de deux manières de sentir, de penser et d'agir externes à l'individu et qui s'imposent à lui. Bien. Les gens, en étant sur ce territoire, vont voir ce rebouteux, et y croient un peu. Les gens sur ce territoire, même à l'ARS, parce qu'ils sont sur ce territoire, c'est une manière de penser, d'agir externe à l'individu qui s'impose à eux. Mais, comme ils font partie de cet autre sous-groupe dans lequel ça n'est pas bien vu, ils ont cette double rationalité qui fonctionne en même temps. Bien. En parlant de double, je voudrais finir mon petit exposé sur ce que c'est qu'un fait social, c'est-à-dire une manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui, avec le récit d'un ESAT, non, un récit qui se déroule dans un ESAT,
Euh, alors voilà, l'histoire est la suivante. C'est un ESAT où on accueille des personnes qui sont schizophrènes et voilà, bipolaires, non, ou schizophrène et psychotique, je sais plus très bien. Que schizophrène, je m'en souviens très bien. Et oui, je pense que c'est ça, c'est schizophrène et psychotique. Et c'est donc ont des épisodes psychotiques. Et c'est un ESAT dans lequel on leur fait faire un peu de maraîchage, un peu d'élevage, un peu de conditionnement, et puis ensuite ils vont vendre leurs produits, fruits, légumes, petites volailles, sur les marchés alentours. Et puis quand ces travailleurs, travailleuses, essentiellement travailleurs, euh, sont âgés, comme ils ont vécu toute leur vie dans les ZAT, maintenant ils sont de là. Et donc la mairie et puis les SAT en question ont fait un effort pour produire une maison de retraite de l'ESAT, qui a un statut particulier. Et dans cette maison de retraite-là, euh, je me rends dans le bureau de la directrice, qui est une infirmière, une ancienne infirmière, qui a fait fonction de cadre, et puis voilà, qui dirige la structure. Et il y a deux tableaux de la qualité. Il y a un tableau de qualité en quelque sorte, je ne sais pas comment vous le dire, labellisé HAS si on veut bien, et puis un tableau de la qualité labellisé résident. C'est-à-dire que d'un côté, il y a tous les critères de qualité lors d'une évaluation de la Haute Autorité de Santé, et de l'autre côté, il y a un tableau qualité tel que vécu par les résidents et les soignants au jour le jour. Et alors il y en a un qui est standard, mais complètement insipide, neutre, qui dit rien de la singularité des résidents, rien de la singularité de l'établissement, rien de la singularité des gens qui y travaillent. Et puis un autre qui est un peu baroque et qui ne parle que de ça. Bien. Or, il se trouve que c'est un lieu dans lequel ils avaient développé une espèce de théorie particulière de l'échec. C'est-à-dire que l'idée, c'était que faut tenter sans arrêt, faut se gourer, c'est pas très important. On prend le risque, on décloisonne, on essaye, voilà. Alors par exemple, un exemple qui m'a été donné de voir, il y a un des messieurs qui est là qui décide de bloquer la porte. Il bloque la porte en gueulant. Ce qui dérange pas trop tout le monde parce que dehors il y en a un autre qui a essayé de foutre le feu à sa chambre la semaine dernière et qui attend la police. Mais donc personne n'a trop envie d'aller le voir. Mais quand même, bon, le type il bloque la porte. Puis c'est l'hiver, il pleut, il vente, il y a du vent, tout ça qui rentre. Et donc c'est quand même gênant, quoi. Alors il y a une aide-soignante qui va le voir et qui lui dit bah, écoutez, quand même, monsieur, il faudrait arrêter de bloquer la porte. Et là, il exige d'avoir une glace et d'aller dans une ville à une vingtaine de kilomètres pour manger une glace en terrasse. Et s'engage une négociation dure, acharnée. Et à la fin, l'aide-soignante l'emmène manger une glace, mais au McDo, moins loin, et pas en terrasse pour qu'il attrape pas froid. Et dans l'explication que j'ai avec le personnel après à la cantine, où tout le monde mange ensemble d'ailleurs, c'est-à-dire, là, clairement, on a un raté. Le type, il a exigé qu'on prenne le temps de partir, le temps d'une soignante sur l'établissement, etc. Mais ce qu'on a perdu là en temps, en efficacité, etc., on l'a peut-être gagné dans la qualité de relation qu'on a avec, et puis dans l'espèce de surgissement du baroque, et puis voilà, dans la paix qu'on a quand même entre nous, en laissant un maximum de liberté. Je remarque par exemple que ben voilà, les portes étaient ouvertes et sans code, ce qui n'est pas du tout la norme dans ce genre d'établissement pour personnes âgées. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais simplement que vous gardiez vraiment, vraiment bien en tête cette chose élémentaire. Voilà. Émile Durkheim, en 1895, dans les règles de la méthode sociologique, constitue la notion de faits sociaux, la notion de fait social, pardonnez-moi. Qu'est-ce que c'est qu'un fait social? C'est une manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui. Il en existe des normaux. Les faits sociaux normaux, ce sont ceux qui forment la norme dans l'espace et dans le temps, et des pathologiques, ce sont ceux qui sont exceptionnels à un moment donné dans un lieu donné et qui risquent de devenir majoritaires et normaux mais un autre jour. Les faits sociaux doivent être analysés comme des choses de manière objective,
Et on peut les appliquer finalement à tous nos comportements en regardant dans l'attitude de quelqu'un ce qui dépend strictement de sa singularité, de sa manière d'interpréter ce qui est en commun, et puis ce qui est du commun, les manières de penser, de sentir et d'agir externes à l'individu et qui s'imposent à lui. Voilà. Je vais vous proposer tout de suite une seconde vidéo. À tout de suite.